Au mariage de ma sœur, tout ce que j'ai eu, c'est un morceau de pain sec. Ma mère a ricané, c'est tout ce que tu mérites. Ma sœur a eu un sourire suffisant, pathétique. Comme toujours. Pendant les discours, j'ai pris le micro. Regardons quelque chose de spécial. L'écran s'est allumé. Leurs visages sont devenus blêmes. Éteins ça, a hurlé ma sœur. Les 200 invités se sont figés. Ils m'ont donné un morceau de pain sec à un mariage 5 étoiles. Le mariage de ma sœur. C'est tout ce qu'ils pensaient que je méritais. Ma mère, parée de son collier de perles, s'est penchée vers moi et a souri avec du poison dans la voix, c'est assez pour toi. Ma sœur, la mariée radieuse, est passée près de moi avec ses talons de créateur, a jeté un œil à ma table et a murmuré, pathétique. Comme toujours. J'étais assise seule. Pas de marque-place, pas de vin, même pas mon nom sur la liste des invités. Juste ce morceau de pain rassis. J'avais deux choix. Partir discrètement et pleurer dans les toilettes, comme elles s'y attendaient, ou leur rappeler précisément à qui elles avaient affaire. Alors j'ai attendu. J'ai attendu pendant la cérémonie, pendant les faux discours sur l'amour et l'unité. Et quand le micro a circulé, je me suis levé calmement. J'ai dit, regardons quelque chose de spécial, voulez-vous? Les lumières ont baissé, l'écran s'est allumé, et en un clic, tout a commencé à s'effondrer. Ce qui a été diffusé n'était pas juste une vidéo. C'était une confession, une trahison, un secret qu'elle pensait que je ne découvrirais jamais. Les mains de ma sœur se sont mises à trembler, ma mère a eu un hoquet de surprise, le marié s'est figé. Les invités regardaient, bouche bée. Et les 3 minutes qui ont suivi ont tout changé. Vous pensez que c'est juste un autre drame familial? Non. C'est la vérité derrière un mariage parfait, et ce qui arrive quand la personne discrète décide de ne plus se taire. Restez avec moi, car il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Et ça ne fait que commencer. Iris Whitmore avait 38 ans et vivait seule dans un modeste appartement au 3e étage à Brooklyn depuis une décennie. Elle était photographe. Pas le genre glamour qui shoote des séries de mode ou des mariages de la haute société, mais une observatrice silencieuse de la vie. Son objectif cherchait la vérité dans le banal, des mains ridées tenant des tasses de café, des yeux qui avaient vu la guerre, des enfants riant dans des baskets usées. Ce n'était pas un travail tape à accent grave-l'œil, mais il était honnête. Et dans un monde d'apparence, Iris avait appris à trouver la dignité dans l'honnêteté. Elle parlait rarement de sa famille, non pas à cause d'une rupture née de la colère, mais parce que le silence était souvent plus supportable que le jugement qu'elle ne connaissait que trop bien. Cet après-midi-là, assise dans son petit studio, elle retouchait le portrait d'un couple de personnes âgées mariées depuis 50 ans. Tandis que la douce lumière d'hiver se déversait par la fenêtre, son esprit a dérivé, non pas vers la chaleur de l'image devant elle, mais vers une photo qui n'existait pas, son propre portrait de famille. Iris avait toujours été l'autre fille. Celle qui n'avait pas la mâchoire parfaite de Delaney ni son aisance avec les étrangers. Pendant que Delaney posait pour des photos de concours de beauté et se baignait dans les applaudissements au récital de ballet, Iris regardait depuis les coulisses, tenant parfois des fleurs, mais le plus souvent, oubliée. Evelyn, leur mère, avait l'habitude de dire « Delaney est née pour briller ». Toi, ma chère Iris, tu es plutôt une ombre. Nécessaire, mais mieux vaut qu'elle reste discrète. Même enfant, Iris comprenait ce que cela signifiait. Pour son 10e anniversaire, elle avait attendu, les yeux écarquillés et un chapeau de fête sur la tête, espérant que quelqu'un vienne au petit parc où Evelyn lui avait dit d'attendre. Personne n'est venu. Elle a attendu plus d'1 heure avant de réaliser qu'Evelyn avait emmené Delaney à une audition de mannequinat à l'autre bout de la ville, ayant complètement oublié le pique-nique d'anniversaire. Ce jour-là, Iris est rentrée seule à la maison, tenant sur ses genoux les cupcakes intacts dans le métro. Des années plus tard, le jour de sa remise de diplôme du lycée, elle portait une robe blanche empruntée et scrutait la foule après la cérémonie. Les parents riaient, pleuraient, serraient leurs enfants dans leurs bras, leur tendaient des roses. Iris est restée seule sur le trottoir jusqu'à ce que le père de son amie Julie lui propose de la ramener. Evelyn et Réginald ne sont jamais venus. Ils étaient allés à la séance photo de Delaney pour un magazine. Nous pensions que ta remise de diplôme était demain, avait expliqué Evelyn plus tard avec un mince sourire, comme si cela effaçait l'absence. Maintenant, assise devant la photo à moitié terminée sur son écran, Iris se leva et se dirigea vers le couloir où la carte de Noël de ses parents de l'année dernière était toujours accrochée au tableau d'affichage.
Dedans, Evelyne et Réginald souriaient avec Delaney et son fiancé, Jasper, assis devant une grande cheminée. Tout le monde portait des tenues coordonnées crème et marine. Iris n'était pas sur la photo. Elle ne l'avait jamais été, sur aucune des cartes de vœux de la famille envoyées au fil des ans. Il n'y avait pas de cri dans la maison des Whitmore pendant son enfance. Pas de porte qui claque ni de sortie dramatique. L'exclusion était polie, intentionnelle et d'une constance glaçante. Evelyne croyait au décorum avant tout. Si Iris ne correspondait pas à l'image qu'elle voulait montrer au monde, elle était simplement effacée, doucement mais complètement. Réginald ne protestait jamais. C'était un homme de peu de mots, préférant passer ses soirées avec des journaux et des appels d'investisseurs plutôt qu'avec ses filles. Quand il parlait, ses mots avaient le ton d'une salle de conseil, pas d'un salon. Delaney, quant à elle, n'était jamais cruelle comme le sont souvent les enfants. Elle ne se moquait pas d'Iris, ne se battait pas avec elle. Elle l'ignorait simplement, comme si Iris existait dans une orbite parallèle, assez proche pour être vue, mais trop insignifiante pour affecter son monde. Les seules photos qu'Iris avait d'elle deux dataient de la petite enfance, avant que Delaney n'apprenne qu'elle pouvait être le centre de l'attention sans partager la vedette. Cet après-midi-là, Iris ouvrit son placard et sortit une petite boîte de tirage qu'elle n'avait jamais montrée à personne. Un par un, elle sortit les clichés de leur maison familiale, le coin d'une table de cuisine où Evelyne était assise, sirotant du vin, le couloir vide devant le bureau de Réginald, la couronne de concours de beauté de Delaney scintillant sur un rebord de fenêtre. Aucun n'était un portrait. C'étaient des observations, silencieuses, distantes, mais d'une intimité obsédante. C'était sa façon de se souvenir de ce que c'était que d'être là, sans jamais être vraiment vue. Elle posa la boîte et regarda son calendrier. Un cercle rouge entourait le samedi, le mariage de Delaney. Elle n'avait pas encore décidé si elle irait. L'enveloppe était arrivée une semaine plus tôt. Papier épais, lettrage doré, adressé non pas à « chère sœur » ou même « Iris Whitmore », mais à « Mademoiselle Iris Whitmore ». Pas de mots à l'intérieur, pas d'appel téléphonique. Juste l'invitation et un rappel silencieux, tu ne fais toujours pas vraiment partie de cette famille, mais ton absence serait remarquée, et ce serait gênant. Iris la fixa maintenant, toujours ouverte sur son bureau. La partie rationnelle d'elle-même voulait rester à la maison, éviter tout ce théâtre. Mais une autre partie, plus profonde, plus silencieuse et longtemps ignorée, s'agitait. Peut-être était-il temps de se montrer. Pas pour eux. Pour elle. L'enveloppe était épaisse et d'une élégance impossible, du genre qui annonce le prestige avant même d'être ouverte. Iris l'a trouvée dans sa boîte aux lettres 2 jours après avoir décidé, à contre-cœur, qu'elle y assisterait. Pas besoin de deviner de qui elle venait. Le monogramme doré en relief, D&J, sur le devant, avec une fioriture tourbillonnante qui lui rappelait une publicité pour un parfum de luxe, le rendait douloureusement évident. Delaney avait toujours eu le sens du drame, même sur papier. Elle l'a rentrée, l'a posée sur sa petite table à manger et l'a fixée un long moment avant de glisser un coupe-papier à travers le seau. Le carton à l'intérieur était rigide, immaculé, imprimé sur de l'ivoire avec des lettres dorées estampées qui scintillaient faiblement dans la lumière du matin. Les familles Whitmore et Langston ont le plaisir de vous convier à célébrer le mariage de Delaney Marie Whitmore et Jasper Elliott Langston. La cérémonie aurait lieu à l'historique Grand Hôtel de Boston, suivie d'une réception dans la salle de bal Versailles. Tenue de soirée exigée. Champagne uniquement. Iris se pencha en arrière et expira lentement, le genre de souffle qui s'échappe non pas de la surprise, mais de quelque chose de plus profond, la résignation. Bien sûr que ce serait au Beston. Cet endroit était pratiquement un sanctuaire pour la haute société de Boston, où chaque carreau de marbre et chaque chaise dorée criait « héritage ». Et bien sûr, ce serait Jasper. Les Langston étaient de la vieille fortune, des générations de dents polies et de pouvoirs silencieux. Delaney avait toujours su comment grimper. Elle s'assurait juste que ses talons ne touchent jamais le sol. Son téléphone sonna quelques minutes plus tard. C'était Evelyne. Iris, la voix de sa mère traversa le combiné, lisse et sèche. « Je suppose que tu as reçu l'invitation. »« Oui. »« Bien. »« Alors, s'il te plaît, essaie de t'habiller convenablement cette fois. C'est un mariage formel, pas un vernissage. » Iris laissa le silence s'étirer avant de répondre « Ne t'inquiète pas, je me fondrai dans le décor. » Evelyne ne rit pas. Elle ne riait jamais du sarcasme qui ne la servait pas, le mariage de Delaney est un événement important pour notre famille.
Les Langston ne sont pas des gens que nous voulons offenser. Ce n'est pas moi qui me marie dans leur famille, répondit Iris, d'une voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Tu nous représentes quand même. Contente-toi de ne mettre personne dans l'embarras. Et pas de Jean cette fois. Iris faillit lui rappeler qu'elle n'avait porté un jean qu'une seule fois, après un trajet en train de 10 heures pour arriver à temps pour le dîner de Noël. Mais à quoi bon? Evelyne avait déjà raccroché. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle triait des tirages pour un client, le téléphone d'Iris vibra, un nouveau message. C'était de Delaney. Le ton, comme toujours, était léger, un mélange sans effort de chaleur et de commandement passif. Et il serait trop contente que tu viennes. Petit service, ça te dérangerait de prendre quelques photos pendant la réception? Rien de sophistiqué, juste des moments spontanés, tu sais. Tu as le meilleur œil et on s'est dit que, comme tu es de la famille, ce serait super significatif. Et gratuit, bien sûr, ah. Iris fixa l'écran. Elle pouvait presque entendre la façon dont la voix de Delaney montrait légèrement sur le mot « gratuit », comme si c'était une blague, comme si ce n'était pas entièrement attendu. Ses doigts planèrent sur le clavier un instant. Elle envisagea de refuser catégoriquement, mais elle savait ce que cela déclencherait. Un appel d'Evelyne, une tirade passive-agressive sur l'égoïsme, sur le fait que, tu ne fais jamais rien pour ta sœur, même si elle t'a toujours incluse. Cela se transformerait en une conversation qu'Iris avait déjà jouée 100 fois dans sa tête. Alors elle répondit, poliment mais fermement, j'apprécie la pensée, mais j'aimerais assister en tant qu'invité cette fois. Delaney ne répondit jamais. Ce soir-là, le soleil plongea sous l'horizon de Brooklyn dans un dégradé d'ambre et d'acier. Iris se versait un thé quand son téléphone sonna de nouveau. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. Mademoiselle Whitmore? C'est l'assistante de Sylvia Rainer. J'appelle de la part de la galerie Clarion. Son cœur manqua un battement. Nous avons le plaisir de vous informer que votre travail a été sélectionné pour notre exposition de printemps, Portrait de solitude. Sylvia a adoré vos soumissions. Elle a dit que votre regard est implacable. Pendant un moment, Iris ne put parler. Elle avait soumis cette série il y a presque un an, des portraits intimes, bruts, de personnes surprises dans une réflexion silencieuse. Cela lui avait semblé un pari audacieux, quelque chose qu'elle faisait plus pour elle-même que pour la reconnaissance. Et maintenant, sortie de nulle part, une invitation. Merci, réussit-elle à dire, sa voix à peine stable. C'est incroyable. Vous recevrez la confirmation formelle par email, mais Madame Rainer m'a dit de vous le faire savoir personnellement. Elle croit que vous avez quelque chose de rare. Quand l'appel se termina, Iris resta immobile au centre de son appartement, la main pressée contre sa poitrine, comme pour garder ce moment à l'intérieur d'elle. Elle prit son téléphone et, malgré elle, appela sa mère. Il sonna 3 fois avant qu'Evelyne ne réponde. Allô? Salut maman, dit Iris. Je voulais juste partager quelque chose. J'ai été acceptée à l'exposition de printemps de Clarion. Sylvia Rainer elle-même a choisi mon travail. Il y eut une pause, juste assez longue pour laisser une ecchymose. C'est bien, Iris. Écoute, je suis en train de finaliser les plans de table pour le mariage. On peut se parler plus tard? La communication fut coupée. Iris abaissa lentement le téléphone, puis le reposa sans un bruit. Un mariage en or, une opportunité en or. 2 invitations. L'une écrite à la main avec art et effort, l'autre imprimée en masse et scellée dans le silence. Elle savait laquelle comptait le plus. Le Beston grand scintillait sous un pâle ciel d'hiver, sa façade imposante flanquée de colonnes blanches et de portes dorées qui luisaient au soleil du matin. Iris sortit de la voiture avec chauffeur, sa robe vert émeraude frôlant ses mollets alors qu'une rafale de vent froid balayait la cour de l'hôtel. La robe était modeste, sans paillettes ni dentelles, juste des lignes épurées et une élégance discrète, comme tout ce qu'Iris choisissait. Elle ajusta la lanière de son sac à main, se stabilisant avant de franchir les portes tournantes ornées. À l'intérieur, les invités déambulaient dans le hall de style cathédrale, tous vêtus de couches de richesse, des hommes en smoking, des femmes en talons de créateurs qui claquaient contre le sol en marbre. Des conversations flottaient dans l'air, pétillantes de rires et de compliments polis. Iris se tenait tranquillement, les yeux balayant les arrangements floraux qui grimpaient le long du grand escalier. Des lys blancs, bien sûr. Delaney avait toujours aimé le symbolisme, surtout quand il la faisait paraître innocente.
Une jeune femme avec un casque noir s'approcha d'elle avec un presse-papier et un sourire répété. Mademoiselle Whitmore, bienvenue. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous montrer votre table. Iris hocha la tête et la suivit, ses talons s'enfonçant doucement dans le couloir moquetté. En passant devant l'entrée scintillante de la salle de bal, elle supposa que sa place serait vers le fond. Elle n'était pas naïve. Mais quand l'hôtesse la conduisit dans un couloir étroit, dépassant les portes principales de la réception et vers un coin éloigné près de la sortie de secours, elle sentit son estomac se nouer. Voilà, dit la femme, désignant une table ronde dressée pour une personne. Un seul carton nominatif était posé devant une assiette vide, Iris Whitmore. La table était nichée à côté d'un porte-manteau et d'un panneau de sortie de secours rougeoyant. Elle était juste assez éloignée de la salle principale pour se sentir oubliée, mais assez proche pour entendre le quatuor à cordes jouer à l'intérieur. Les autres tables étaient ornées de bougies, de menus dorés, de verres en cristal. Sa table n'avait rien de tout cela. Iris s'assit lentement, ajustant le bas de sa robe sur ses genoux. C'est alors qu'elle le remarqua. Une petite assiette en porcelaine placée au centre de son couvert. Dessus, un unique morceau de pain sec. Pas de beurre, pas de garniture, pas d'explication. Elle cligna des yeux. Ce devait être une erreur. Elle regarda autour d'elle, cherchant un serveur. À la place, elle vit Evelyne. Sa mère glissait vers elle comme un cygne sur une eau calme, vêtue de satin argenté et de perles, ses cheveux coiffés en un chignon impeccable. Elle arborait un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Ma chérie, dit Evelyne d'une voix mielleuse, si heureuse que tu aies pu venir. Tu as l'air à l'aise. » Iris croisa son regard mais ne dit rien. Evelyne se pencha légèrement, baissant la voix juste assez pour rester inaudible aux passants. « Je vois que tu as trouvé ta place. Avec ta carrière et la photographie indépendante, j'imagine que ce repas est plutôt approprié. Simple, humble. » Sa main désigna le pain comme si elle présentait une friandise. « C'est ce à quoi tu es habitué, n'est-ce pas ?» La mâchoire d'Iris se serra, mais elle garda son visage impassible. Sa mère resta là un instant de plus, puis se retourna et s'éloigna sans attendre de réponse. Quelques minutes plus tard, la musique changea. Delaney apparut près de l'entrée de la salle de bal dans sa robe de mariée sur mesure, une cascade de satin et de dentelle cousue à la main. Elle était stupéfiante, radieuse, l'image même de la grâce maîtrisée. La foule à l'intérieur éclata en applaudissements polis alors que la mariée faisait le tour. Elle finit par flotter vers le fond du couloir. Quand elle atteignit la table d'Iris, elle pencha la tête avec la douceur de quelqu'un offrant des condoléances à un enterrement. « Bonjour, grande sœur, dit Delaney, ses lèvres se courbant en un sourire délicat. « Tu es venue. »« Oui. » Delaney jeta un coup d'œil à l'assiette, puis à la chaise, puis de nouveau à Iris. « Ta robe. Charmante. Très minimaliste. » Il y eut une longue pause. « Tu sais, » ajouta-t-elle en baissant la voix, « j'ai toujours admiré la façon dont tu arrives à tout faire paraître si abordable. C'est un don. Tu rends même les choses les plus ordinaires moins chères. » Iris la fixa. « Tu n'as jamais vraiment compris l'art de la présentation, n'est-ce pas ?» Iris ne dit toujours rien. Au lieu de cela, elle plongea la main dans son petit sac et en sortit lentement une petite clé USB noire. Elle ne la brandit pas en signe de défi, ne l'agita pas comme une menace. Elle la posa simplement sur ses genoux, le pouce reposant légèrement sur sa surface lisse. Le sourire de Delaney vacilla une fraction de seconde. « Eh bien, dit-elle, la voix se tendant, profite de la soirée. » Iris hocha la tête. Delaney se retourna et retourna dans la salle de bal, sa traîne s'accrochant brièvement au pied d'une chaise dorée avant de se libérer. Laissée seule à sa table près de la sortie de secours, Iris regarda une fois de plus le morceau de pain sec sur l'assiette devant elle. Elle n'y toucha pas. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers les lumières de la salle de bal et attendit. Pas de la nourriture, pas de la conversation, mais le moment où le silence signifierait plus que tout ce que sa famille avait jamais dit à voix haute. La froideur de ce pain n'avait pas quitté l'esprit d'Iris. Ni sa sécheresse, ni le silence qui l'accompagnait. Assise seule près de la sortie de secours, ses doigts se refermèrent légèrement sur la petite clé USB noire sur ses genoux. Elle sentit le poids d'une décision qui mûrissait depuis des jours, utiliserait-elle ou non ce qu'elle avait capturé? Et maintenant, dans le calme juste avant les discours, son esprit retourna à la nuit où tout avait commencé à prendre forme. C'était 3 semaines plus tôt,
à la fête de fiançailles privée de la famille Langston pour Delaney et Jasper, organisée dans le salon sur le toit d'un hôtel de luxe surplombant le port de Boston. L'événement était moins une célébration de l'amour qu'une démonstration d'héritage. Delaney avait insisté pour qu'Iris apporte son appareil photo, pas en tant que professionnelle, bien sûr, avait-elle dit avec un rire léger, juste pour quelques clichés spontanés pour faire plaisir à maman. Iris était venue avec son équipement plus petit, plus par habitude que par obligation. Elle ne voulait pas faire de scène et avait appris depuis longtemps à choisir ses batailles. La majeure partie de la soirée, elle était restée dans les coins, capturant des moments flous à travers des verres, des enfants se poursuivant sous les lustres, Jasper faisant poliment le tour des invités qui murmuraient son nom comme s'il s'agissait d'un roi. Iris savait être invisible, et elle préférait cela. Son objectif lui servait de couverture, son silence lui donnait le pouvoir. Vers la fin de la soirée, après que la plupart des invités se soient déplacés sur la terrasse pour regarder les feux d'artifice, Iris était retournée dans le salon vide pour ajuster les réglages de son appareil. C'est là qu'elle vit Delaney, seule près du bar, son téléphone allumé dans sa main, son expression tendue. Elle ne remarqua pas Iris derrière la colonne de verre. Iris, levant instinctivement son appareil, ajusta la mise au point, non pas pour photographier, mais pour observer. Delaney tapait rapidement, les sourcils froncés, les lèvres pressées. Puis elle s'arrêta, lut quelque chose et sourit. Iris ne pouvait pas voir le message en entier, mais alors que Delaney se tournait légèrement, l'écran apparut, juste assez pour que l'objectif d'Iris attrape une seule ligne avant qu'elle ne disparaisse, ce soir, une dernière fois. Mon lit, pas celui de Jasper. C'était choquant, intime, imprudent. Delaney regarda autour d'elle et glissa son téléphone dans sa pochette, puis se dirigea vers l'ascenseur privé sans un mot. Iris n'hésita qu'un instant avant de la suivre, lentement, en veillant à rester hors de vue. Elle n'avait aucune intention de la confronter. Elle voulait juste savoir, comprendre. Les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière Delaney, et Iris prit les escaliers. 2 étages plus bas, elle sortit discrètement dans le parking souterrain. Elle connaissait la voiture de Delaney, le coupé argenté que leur père lui avait acheté pour son diplôme. Il était seul au fond, près de la sortie arrière de l'hôtel. Iris attendit dans l'ombre, son appareil en bandoulière, le souffle court dans l'air froid et bétonné. Les minutes passèrent. Puis un SUV noir entra et se gara à côté du coupé. Le chauffeur en sortit, un homme grand dans un manteau ajusté, à la coupe soignée, sûr de lui. Il lui semblait familier. Cole Maddox, un des contacts professionnels de Jasper, si Iris se souvenait bien. Elle l'avait vu une fois à une œuvre de charité, charmant et bien trop lisse pour son propre bien. Delaney sortit de sa voiture et marcha droit dans ses bras. Il n'y eut aucune hésitation, aucune prétention. Le baiser était lent, profond, familier. Pas le frisson d'une nouvelle liaison, quelque chose de plus ancien, de plus usé. Iris leva son appareil photo. Elle ne l'avait pas prévu, mais ses mains agirent avant que son esprit ne rattrape le coup. Elle passa en mode vidéo et appuya sur enregistrer. Elle ne zooma pas, ce n'était pas nécessaire. C'était suffisant de voir ce qui se passait, suffisant pour se souvenir. Ils parlèrent brièvement. Delaney rit doucement, brossant le revers de son manteau, puis ils disparurent sur la banquette arrière du coupé. La porte se referma derrière eux. Iris arrêta l'enregistrement. Elle resta immobile 1 minute de plus, sans bouger, puis s'éloigna sans se retourner. Elle n'a montré la vidéo à personne. Elle n'en a parlé à personne. Pendant des jours, elle s'est convaincue que ce n'était pas sa place. Peut-être que Delaney avait ses raisons. Peut-être que ce n'était pas son rôle de gâcher un mariage, aussi froide que soit devenue la relation entre elles. Elle avait gardé la vidéo sur un disque de sauvegarde, sans nom, enfoui sous une douzaine de dossiers de clients. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'elle arrive au mariage de sa sœur, portant une robe discrète et soigneusement choisie, pour être assise près d'une sortie comme une étrangère. Jusqu'à ce que sa propre mère passe et la congédie avec un sourire, comme si elle ne l'avait pas élevée. Jusqu'à ce que sa sœur, enveloppée de dentelle blanche et de suffisance, se tienne au-dessus d'elle avec l'audace de l'insulter en face. Jusqu'au pain sec. C'est à ce moment-là qu'elle a su. Iris ne voyait pas cela comme de la vengeance, pas exactement. Ce n'était pas la rage qui la guidait, c'était la clarté. Des années à être diminuée, effacée, moquée. Elle ne voulait pas de combat. Elle voulait des comptes. Et ainsi,
alors que l'orchestre terminait son dernier prélude et que le son des couverts résonnait en rythme lointain au-delà de la porte, Iris referma la main sur la clé USB sur ses genoux. Celle qui contenait non seulement la vidéo du garage, mais aussi l'enregistrement de la fête de fiançailles. Son appareil avait capté plus qu'elle ne l'avait réalisé cette nuit-là. Des mots, des sourires en coin, des voix. Tout y était. Et ce soir, tout le monde allait le voir. Le lendemain de la répétition du mariage, la ville de Boston vibrait au rythme d'un début de printemps, à peine chaud mais plus gelé. Iris conduisait en silence vers la maison qu'elle appelait autrefois son foyer. C'était une maison de style colonial bleu pâle avec des marches en pierre et un portail en fer, nichée dans un quartier calme juste à l'extérieur de la ville. Les arbres dans le jardin commençaient à bourgeonner, et le magnolia dont Evelyne se vantait toujours commençait à fleurir. Certaines choses n'avaient pas changé. Elle était venue avec une intention simple, parler en privé avec son père, Réginald. Il avait toujours été le plus silencieux des deux, celui qui n'insultait pas ses rêves, même s'il ne les soutenait pas non plus. Il y avait une chance, aussi mince soit-elle, qu'il puisse écouter. Que peut-être il ne savait pas tout. Que peut-être, juste peut-être, il pouvait encore être atteint. Se garant au bout de l'allée, Iris attrapa son sac, son téléphone et son appareil photo toujours avec elle depuis les préparatifs du mariage, et se dirigea vers l'entrée latérale. Elle connaissait le code de la porte, Evelyne ne prenait jamais la peine de le changer. À l'intérieur, la maison sentait le bois poli et l'huile de lavande. Iris s'arrêta dans l'entrée, entendant des voix provenant de la véranda. Elle était sur le point d'appeler quand elle entendit le nom de sa mère, puis le sien. Ses pas ralentirent. « Ne t'inquiète pas », la voix d'Evelyne résonna, calme et sèche. « J'ai déjà transféré la maison, l'appartement à Martha S. Vignard et les actions du patrimoine à ton nom. Réginald n'en a aucune idée. Tu es sûr, suivit la voix de Delaney. Parce qu'après le mariage, je veux que les choses aillent vite. On ne peut pas se permettre qu'il commence à fouiner. Il ne le fera pas, dit Evelyne avec conviction. Cet homme n'a pas examiné un document financier depuis 5 ans. Il pense toujours que c'est notre avocat qui s'occupe de tout. Il y eut le son d'un cliquetis, peut-être une tasse de thé sur de la porcelaine. Puis, plus bas mais clairement, c'est pour nous. Pour les femmes de cette famille. Tu as fait plus pour notre avenir avec ce mariage qu'Iris n'aurait pu le faire en toute une vie avec ses petites expositions en galerie. Iris sentit ses doigts se resserrer sur la lanière en cuir de son sac. Delaney eut un petit rire. Après mon mariage, ce sera moi qui tiendrai le stylo. Les comptes, le patrimoine, le trust, tout. Je m'assurerai que tu sois à l'abri, maman. Tu pourras enfin prendre ta retraite. Plus besoin de faire semblant avec papa. Et Iris? Laissons-la à Brooklyn avec sa vie d'artiste, ricana Evelyne, un son glacial. Elle ne tiendra pas longtemps. Elle a toujours été une passade, pas un avenir. Il y eut une longue pause, rompue seulement par le tapotement des doigts de Delaney contre un verre. Tu penses qu'elle se doute de quelque chose, demanda-t-elle. Se douter, répondit Evelyne. Je doute qu'elle en soit capable. Elle croit encore que l'honnêteté a un sens. La pauvre. Elle pense probablement que l'amour et le travail acharné suffisent. Cette fois, les deux femmes rirent, un rire aigu, certain. Iris ne bougea pas. Son souffle était devenu court, et une douleur sourde s'installa derrière ses tempes. Elle sortit son téléphone de la poche de son manteau, lança l'application d'enregistrement et appuya discrètement sur le bouton. Sa main tremblait légèrement, non pas de rage, mais du caractère définitif de tout cela. Ce n'était pas juste de la cruauté familiale. C'était une trahison masquée en héritage, un vol dans une robe de soie. Elle entendit Delaney faire les 100 pas, « Je n'aime même pas Jasper », dit-elle, plus pour elle-même. Mais voilà à quoi ressemble le pouvoir. Un mariage Winston, maman. Je pourrais entrer dans n'importe quelle salle de conseil à Boston et avoir l'attention de tous. C'est toi qui m'as appris ça. Allie-toi à l'avantage, laisse les sentiments à la porte. Exactement, dit Evelyne, sa voix remplie de fierté. Tu as bien appris. Et Iris, ajouta Delaney d'un ton sec, elle n'est qu'un arrière-plan, comme du papier peint. On la garde dans les parages pour que personne ne nous accuse d'être sans cœur. Mais après le mariage, je dis qu'on arrête la comédie. Je suis d'accord, dit Evelyne doucement. Plus d'invitations, plus de vacances forcées. Elle s'effacera, et nous nous épanouirons. Iris retint les larmes qui lui montaient aux yeux,
non pas à cause de leurs mots, mais à cause de leur brutale honnêteté. Ce n'était pas de la jalousie qu'elle ressentait, c'était de la clarté. Sa mère et sa sœur n'étaient pas simplement irréfléchies, elles étaient des architectes de la tromperie. Il ne s'agissait pas seulement de l'infidélité de Delaney. Il s'agissait de réécrire un héritage, de réduire au silence des voix et d'effacer quiconque ne servait pas leur récit. Elle regarda le compteur d'enregistrement grimper, 1 minute, 2, 3, jusqu'à ce que la conversation dérive vers les menus de brunch et les détails de la lune de miel. Puis elle recula lentement, revenant sur ses pas vers la porte latérale. Elle ne la claqua pas. Elle ne pleura pas. Elle ne sentit même pas encore le poids de la trahison. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, elle avait un enregistrement. Et bientôt, ils auraient un public. La salle de bal scintillait de lumière alors que l'orchestre terminait son doux interlude. Des lustres en cristal étincelaient au-dessus des tables dressées de soie blanche et de menus dorés. Le personnel se déplaçait dans une chorégraphie silencieuse, remplissant les verres de champagne et débarrassant les assiettes à dessert vides. L'air avait cette immobilité particulière juste avant la reprise des formalités. À la table d'honneur, Jasper se leva et leva son verre avec un large sourire, son père, Douglas Langston, à ses côtés. L'aîné des Langston, un homme avec la voix d'un politicien et la retenue d'un banquier, s'adressa à la foule avec aisance. À la famille, dit Douglas, faisant une pause pour laisser le tintement des verres résonner dans le silence. À l'union de 2 héritages. À l'avenir de Jasper et Delaney. Que leur union soit aussi durable que leur nom. Des applaudissements suivirent, chaleureux et convenus. Puis le maître de cérémonie revint au micro, feuilletant une petite pile de fiches. Avant de conclure la soirée, nous avons un dernier toast. Un message spécial de la sœur de la mariée, Iris. Il y eut un bref murmure de surprise dans la salle. Le sourire de Delaney vacilla pour la première fois de la soirée. Evelyn, assise 2 sièges plus loin, se raidit légèrement. Iris se leva calmement. Sa robe vert émeraude, simple mais digne, capta un doux reflet sous les lumières de la salle de bal. Elle ne tenait ni verre ni note. S'avançant vers l'avant d'un pas lent et délibéré, elle se tourna pour faire face aux invités. « J'apprécie cette opportunité », commença-t-elle, sa voix claire et égale. « Mais je ne proposerai pas de toast ce soir. Je ne suis pas ici pour offrir des bénédictions ou des sentiments préparés d'avance. » Elle continua, « Je suis venue avec autre chose. Quelque chose de plus honnête. Quelque chose qui n'a que trop tardé. » Delaney se redressa sur son siège. « Qu'est-ce qu'elle fait » chuchota-t-elle durement à Evelyn. Iris leva une petite clé USB noire entre ses doigts et la tendit au technicien près de la scène. « J'aimerais partager une vidéo, dit-elle simplement. S'il vous plaît, lancez-la. » Les lumières baissèrent. L'écran descendit derrière la table d'honneur. La pièce passa d'une curiosité polie à une tension contenue. Iris se tourna et se mit sur le côté, les mains calmement jointes devant elle. La première scène vacilla à l'écran. Delaney, debout dans l'ombre d'un parking, son manteau drapé sur son bras, son téléphone brillant dans l'obscurité. Le message qu'elle lisait s'illumina en silence, agrandi sur l'écran, « Ce soir, une dernière fois. Mon lit, pas celui de Jasper. » Des hoquets de surprise se répandirent dans la salle. Puis vint la vidéo, granuleuse mais assez claire, de Delaney et d'un homme montant sur la banquette arrière de sa voiture, les bras enlacés, les lèvres scellées. Certains invités se détournèrent, d'autres restèrent figés. Jasper était assis, immobile, les jointures de ses doigts blanches contre la nappe. La scène changea. Cette fois, un audio se fit entendre. La voix d'Evelyn résonna dans les haut-parleurs, précise et glaçante, « J'ai déjà transféré la maison, la propriété à Martha S. Vignard et les actions à ton nom. Réginald n'en a aucune idée. » Delaney répondit avec un rire amer, « Après le mariage, tout sera à moi. Tu pourras prendre ta retraite, maman. Je prendrai le relais. » Depuis l'ombre de la foule, Réginald Harrison se leva lentement, les yeux rivés sur l'écran. La salle de bal était devenue complètement silencieuse. Delaney se leva brusquement. « Éteignez ça, maintenant. » Sa voix se brisa de panique. « C'est privé. C'est truqué. C'est de la diffamation. » Mais la vidéo continuait. Le rire d'Evelyn rejoignit celui de Delaney, le son de la cupidité déguisée en fierté maternelle, un plan de trahison exposé à la vue de tous. Puis, avant que l'écran ne s'éteigne,
une dernière voix résonna dans la salle de bal assombrie. Ça suffit, dit une voix familière, mais elle ne venait pas des haut-parleurs. Toutes les têtes se tournèrent alors que Cole Maddox, vêtu d'un costume sombre, s'avançait depuis une entrée latérale. En personne, bien réel, pas un enregistrement. Il se dirigea vers l'avant de la salle avec une précision calme. Les yeux de Delaney s'écarquillèrent d'incrédulité, son teint vidé de toute couleur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Cole l'ignora. Il se tourna vers les invités, vers Jasper, vers la famille Langston, vers tous ceux qui regardaient. « J'ai été invité à la fête de fiançailles, dit-il. Je ne savais pas que je faisais partie d'un jeu. Elle a dit que c'était une dernière nuit, rien de plus. » Sa voix resta stable. Mais il est devenu clair que je n'étais qu'un autre outil, un homme utilisé pour en blesser un autre. J'avais le sentiment qu'elle déformerait l'histoire, alors j'ai enregistré nos conversations. J'ai tout. Chaque message, chaque plan. Delaney se mit à secouer la tête furieusement. Il ment. Il est obsédé par moi. Cole la regarda pour la première fois de la soirée. Delaney, je t'ai aimé, une fois, brièvement. Mais ce que tu as fait à ta sœur, à ton père, à ton fiancé. Il se tourna vers Jasper. Tu mérites la vérité, pas une performance. L'écran devint noir. Les lumières revinrent. La salle de bal resta silencieuse. Et dans ce silence, la vérité se dressa enfin plus haut que les décorations, la richesse ou la réputation qu'ils s'étaient tous battus pour maintenir. Jasper Langston ne bougea pas pendant un moment. Ses doigts tressaillirent légèrement alors que le dernier écho de la voix de Cole Maddox s'évanouissait. Autour de lui, la salle de bal du mariage semblait figée, comme si les lustres ornés eux-mêmes retenaient leur souffle. Delaney avait cessé de pleurer, bien que son visage fût taché de mascara noirci et son corps voûté, comme si elle essayait de se cacher d'un monde qui lui avait soudainement tourné le dos. Evelyn était assise à côté d'elle, les lèvres pressées en une ligne exsangue, les yeux parcourant la pièce comme un animal acculé. Et puis, Jasper se leva. Il ne regarda pas Delaney. Il ne regarda pas la foule. Au lieu de cela, il porta lentement la main à sa main gauche et retira l'alliance en platine qu'il y avait placée il y a moins de 2 heures. La tenant entre son pouce et son index, il la fixa un long moment. « J'ai aimé un mensonge dans une robe blanche, dit-il doucement. » Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna dans la salle de bal comme un dernier glas. Il posa délicatement la bague sur la table recouverte de lin et se tourna vers ses parents. Douglas Langston et sa femme Elizabeth étaient restés calmes pendant tout le déroulement scandaleux, mais maintenant, l'acier dans la mâchoire de Douglas s'était durci. Il se tenait à côté de son fils, grand et sombre, et tourna les yeux vers Evelyn Whitmore. Ce mariage, dit-il, n'était pas seulement une union personnelle. C'était un alignement commercial. Un que nous considérions comme sacré. Mais la tromperie n'est pas une valeur avec laquelle nous faisons des affaires. Evelyn ouvrit la bouche pour protester, mais Douglas la coupa d'un regard vif. À compter de ce moment, le groupe Langston se retire de tous les partenariats en cours et proposés avec Whitmore Holdings. Avec effet immédiat. Toutes les négociations en suspens sont nulles et non avenues. Les mots frappèrent plus fort que tout ce qu'Iris avait dit ou montré. Des exclamations s'échappèrent des lèvres de plusieurs invités travaillant dans la finance ou les cercles mondains. Ils savaient ce que cela signifiait. Le nom des Whitmore allait chuter, non seulement socialement, mais aussi financièrement. Et rapidement. Delaney s'effondra sur sa chaise, les mains couvrant son visage. Jasper, sans un mot de plus, se retourna et s'éloigna de la table, sa mère le suivant tranquillement, la main sur son épaule. Et puis, Evelyn craqua. « C'est de ta faute !» hurla-t-elle, se levant si rapidement que sa chaise bascula derrière elle. « Toi !» Elle pointa un doigt manucuré et tremblant vers Iris. « Tu as orchestré ce cirque. Tu as gâché le mariage de ma fille. Tu as tout détruit ce que nous avons construit. » Mais la foule n'écoutait plus. Les invités avaient commencé à se lever, ramassant leurs sacs, leurs manteaux, leur dignité. Des conversations murmuraient comme le vent dans les arbres, douces, tourbillonnantes, mais se déplaçant sans équivoque dans une seule direction. « Elle mérite mieux », chuchota une femme en passant devant Iris. « Je n'avais aucune idée que Delaney était comme ça », marmonna un homme à sa femme. Pas étonnant qu'Iris ne vienne jamais pour les fêtes. Personne ne regardait Evelyn. « Asseyez-vous », aboya-t-elle à personne en particulier. « Ce n'est pas fini.
Sa voix se brisa de nouveau, rauque et stridente. Savez-vous qui nous sommes? Nous sommes les Whitmore. Personne ne répondit. L'orchestre avait depuis longtemps cessé de jouer. Le seul son était le froufrou des robes, le grincement des chaises, les palans et résonnants des invités qui en avaient assez vu. Iris resta immobile, les mains calmement le long du corps, les yeux fixés sur rien en particulier. Le silence semblait plus lourd maintenant, non pas de honte, mais de finalité. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait libérée. Au fond de la salle, près de l'écran vidéo maintenant sombre, Reginald Harrison restait assis. Il n'avait pas dit un mot depuis la diffusion de la vidéo. Sa cravate était desserrée, ses yeux perdus dans le vague. Mais alors que les invités vidaient la salle de bal et que le nom des Whitmore s'effondrait sous le poids de ses secrets, il se tourna enfin pour regarder Iris. Leurs yeux se croisèrent. Il ne parla pas, n'offrit ni réconfort, ni excuse, ni colère. Juste un long regard indéchiffrable d'un père qui venait de réaliser qu'il avait bâti l'héritage de sa famille sur du sable. Et Iris, bien qu'elle ne dise rien non plus, sut une chose clairement, la chute avait commencé. La salle de bal s'était vidée, ne laissant que la faible odeur de rose blanche et de cire de bougies épicées flottant dans l'air. Les serveurs se déplaçaient silencieusement à travers les ruines de ce qui avait été un mariage parfait, débarrassant des verres de champagne à moitié finis et des parts de gâteau intactes. Au loin, la voix d'Evelyn s'était tue depuis longtemps, soit par épuisement, soit par incrédulité. Delaney était introuvable. Iris restait près de la scène, sa robe verte maintenant légèrement froissée, son visage toujours calme, bien que son âme tremblât de tout ce qui venait de se dénouer. Elle n'avait pas remarqué la femme au manteau bordeaux foncé jusqu'à ce que la voix l'appelle, douce mais ferme. Iris Harrison. Iris se retourna, surprise de voir une silhouette qu'elle n'avait pas vue depuis près de 2 ans. Sylvia Raynor se tenait là, grande, posée, son carré gris argenté impeccablement coiffé et ses gants noirs encore tenus dans une main, comme si elle venait d'arriver d'une vente aux enchères d'art. Elle n'arborait pas le sourire gêné d'une invitée mondaine, mais le regard direct et évaluateur de quelqu'un qui avait vu quelque chose d'inattendu. Sylvia, dit Iris, masquant à peine sa surprise. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je n'étais pas invitée, répondit Sylvia avec un sourire ironique. Mais quelqu'un de proche l'était. Les nouvelles voyagent vite dans les cercles de l'art. Surtout quand le chaos est habillé de soie et de scandale. Iris ne savait pas quoi dire. La dernière fois qu'elles avaient parlé, Sylvia lui avait signifié un refus avec sa grâce habituelle. Vos compétences techniques sont pointues, avait-elle dit à l'époque, mais je ne sens pas l'âme dans votre travail. J'ai besoin de crudité, de quelque chose qui ose faire mal. Cela l'avait blessée, même si Iris avait hoché la tête respectueusement et l'avait remerciée. Maintenant, Sylvia regardait autour de la salle de bal en désordre. J'ai vu la vidéo, dit-elle sans préambule. Je me suis tenue au fond, j'ai tout regardé. Iris baissa les yeux. Ce n'était pas censé être de l'art. La voix de Sylvia était calme mais portait le genre de certitude qui faisait que les gens s'arrêtaient. C'en était. Que vous l'ayez voulu ou non. C'était de l'art. Brut, douloureux, brillant. Le genre de vérité qu'on ne peut pas mettre en scène. Vous n'avez pas seulement exposé leurs mensonges, vous vous êtes exposé vous-même. Votre douleur, votre force. Cela demande plus que du talent. Cela demande de la conviction. Iris cligna des yeux, momentanément sans voix. Il y a 2 ans, dit-elle enfin, vous m'avez dit que mon travail était trop poli, trop distant. Je l'ai dit, répondit Sylvia simplement. Et j'avais raison. À l'époque. Il y eut un silence entre elles. Et maintenant, demanda Iris, non pas de manière conflictuelle, mais simplement ouverte. Sylvia s'avança. Maintenant, je regarde une femme qui ne se cache plus derrière la composition et la technique. J'ai vu la vérité sur cet écran, et je veux la montrer au monde. Si vous êtes d'accord. Iris pencha la tête, ne sachant pas si elle imaginait cette offre. Je veux organiser une exposition solo, continua Sylvia, sa voix chaleureuse mais ferme. Votre première. Une collection complète. Nous l'appellerons derrière le rideau, portrait de vérité. Pas seulement le mariage. Tout. L'absence dans votre enfance, l'invisibilité dans votre famille, la réclamation de votre voix. Iris sentit son souffle se couper dans sa gorge. De toutes les choses auxquelles elle s'était préparée après cette nuit, les critiques, les reproches,
la honte celle-ci n'en faisait pas partie. Une porte s'était ouverte au milieu des cendres. « Vous êtes sérieuse ?» dit-elle doucement. Sylvia la regarda dans les yeux. « Je ne perds pas mon temps à courir après des coups de chance. Ce que vous avez montré aujourd'hui n'était pas un simple moment. C'était un aboutissement. Et cela mérite une scène. » Pendant un instant, Iris ne répondit pas. Son regard dériva vers le fond de la pièce, où son père était toujours assis seul, la tête baissée. La pièce ne la retenait plus, ni comme un lieu de rejet, ni comme un souvenir de douleur. Maintenant, c'était simplement un espace qu'elle avait traversé en chemin vers quelque chose de plus. Elle se retourna vers Sylvia. « Quand commençons-nous » demanda-t-elle. Sylvia sourit. « Nous avons déjà commencé. » La lumière matinale de Brooklyn portait une clarté différente de la grandeur froide de Boston. Ici, le soleil filtrait à travers les fenêtres du modeste nouveau studio d'Iris, réchauffant les murs de briques apparentes et projetant de doux motifs sur le parquet poli. Elle avait signé le bail une semaine seulement après son retour du mariage, mue par l'urgence de recommencer, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. L'espace était petit, mais il était à elle. Un coin était aménagé avec des toiles de fond et des éclairages, ses appareils photo disposés avec un soin méthodique. Une machine à café d'occasion sifflait dans le coin, emplissant la pièce de l'odeur terreuse qu'elle avait toujours associée à une concentration tranquille. Sur le mur en face de l'entrée, elle avait accroché 3 photographies. Des portraits pris dans des moments où personne ne pensait qu'elle regardait. L'une montrait un enfant aux joues maculées de bourrillant dans un parc du Bronx. Une autre, une femme âgée sur un banc, les mains jointes en prière. Et la dernière, encore inachevée, était un gros plan de son propre reflet, ombragé par la lumière du soleil traversant sa fenêtre. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Au début, le téléphone sonnait à peine. Les visites impromptues étaient rares. Ceux qui se renseignaient marquaient souvent une pause gênée, les yeux pétillants de reconnaissance, comme s'ils essayaient de la situer. Certains chuchotaient. Une cliente, après une première réservation, annula avec un message vague, un imprévu est survenu. Elle n'eut pas besoin de demander. Elle savait. L'histoire s'était répandue plus loin qu'elle ne l'imaginait. Pas là, du moins pas encore, mais le scandale. Le titre viral, une femme dénonce la tromperie de sa sœur à son mariage devant 200 invités. Les blogs d'actualité s'en étaient emparés, les réseaux sociaux inondés d'opinions. Certains applaudissaient son courage, d'autres la qualifiaient de vindicative. Il y eut même un épisode de podcast intitulé « Secrets de famille et écran public, l'incident Iris Harrison ». C'était surréaliste, et pas toujours flatteur. Mais elle avait fait la paix avec ça. Sylvia appelait chaque semaine, l'encourageant à se concentrer sur l'exposition à venir. « Laissez le bruit s'apaiser », disait-elle. « Il le fait toujours. Et alors, votre travail parlera. » Et il l'a fait. La première percée est venue lorsqu'un rédacteur en chef d'Art Perspective Carterly l'a contacté pour une interview. Pas sur le mariage, mais sur sa série de photos intitulée « Invisible ». Iris hésita, se demandant si ce n'était pas juste un autre angle pour sensationnaliser son histoire. Mais le rédacteur l'a surpris. « Ce qui m'intéresse, dit-il, c'est l'empathie dans votre objectif. Ce n'est pas seulement ce que vous montrez, c'est ce que vous révélez en ne détournant pas le regard. » Peu après la publication de l'article, un changement discret commença. Un musicien de jazz à la retraite appela pour demander un portrait. Puis une mère de 3 enfants du Queens réserva une séance pour la première photo de sa famille en disant. Un petit blog d'art respecté classa Iris parmi les artistes à suivre en 2026, notant son « honnêteté documentaire sans la froideur de l'objectivité ». Son calendrier commença à se remplir. Pas rapidement, mais régulièrement. Et plus important encore, les gens qui venaient voulaient être vus par elle, pas seulement photographiés. Ils venaient parce qu'ils avaient entendu dire qu'Iris n'effaçait pas les rides ni ne mettait en scène la perfection. Elle capturait des moments, des vérités. Celles qui restent longtemps après que l'obturateur se soit refermé. Un soir, alors qu'elle examinait les fichiers bruts d'une séance photo, son téléphone vibra avec un message de Sylvia, spécification finale de la galerie approuvée. Date d'ouverture fixée. Prête à leur montrer ? Iris sourit. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la photo d'elle-même sur le mur, à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière. Puis elle retourna à son travail, les doigts stables sur le clavier. Elle ne se cachait plus.
Le nouveau chapitre n'était pas arrivé avec une parade ou des excuses. Il s'était glissé, silencieux et certain, comme la lumière à travers une fenêtre ouverte. Et elle se sentait chez elle. Dans les jours qui ont suivi le mariage, le nom Whitmore est devenu une sorte de fable édifiante dans les cercles supérieurs de la société de Boston. Ce qui avait été autrefois une admiration murmurée s'est rapidement transformé en une désapprobation bruyante. Et Evelyn Whitmore, autrefois la reine des déjeuners de musique de chambre et des galas de collecte de fonds pour l'art, s'est retrouvée sans une seule invitation. Cela a commencé par un silence glacial. Les appels auxquels elle était habituée aux mises à jour hebdomadaires des organisateurs d'événements, confirmation de brunch décontractés ont tout simplement cessé. Puis sont venues les exclusions ciblées. Son nom a été discrètement effacé du conseil d'administration de la Société du patrimoine féminin, une lettre polie mais ferme est arrivée, exprimant que, à la lumière des récents événements familiaux, le conseil a voté à l'unanimité pour sa démission. Le Boston Evening Register a publié un article sobre mais accablant sur l'implosion d'une dynastie mondaine autrefois admirée. Son amie de longue date et confidente sociale, Helena Montgomery, a refusé de répondre à ses messages. Même son coiffeur a annulé leur rendez-vous fixe du jeudi. Elle avait toujours enseigné à ses filles que les apparences étaient tout. Mais aucune robe sur mesure ni aucun accent distingué ne pouvait la protéger maintenant. La vidéo était partout. Pas seulement la trahison, mais la cruauté jubilatoire captée dans la voix d'Evelyn parlant d'Iris comme si elle était une tache sur du linge fin. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était une preuve de caractère. Et la société s'est empressée de se détourner. Pendant ce temps, Reginald Whitmore a fait face à un coup qui a meurtri plus que l'ego, il a fissuré les fondations. 3 contrats majeurs de développement immobilier ont été soudainement retirés. L'un, d'un investisseur de longue date basé dans le Connecticut, a cité l'incertitude des valeurs de leadership. Un autre, une société de villégiature à Cape Cod, s'est retiré lors des négociations finales, invoquant la nécessité de protéger sa marque. Il a tenté de contrôler les retombées, mais les chuchotements suivaient chaque réunion. N'est-ce pas le père? N'était-ce pas sa fille? Ce qui a aggravé la situation, c'est le silence dans sa propre maison. Evelyn parlait à peine, perdue dans sa propre tempête d'embarras et d'incrédulité. Et Delaney. Delaney avait complètement disparu de la maison. Quand elle l'a finalement appelé, sa voix était creuse. « J'ai besoin d'aide », a-t-elle dit, et il l'a à peine reconnue. Delaney avait toujours été la fille en or, la fierté du nom de famille, le beau visage de leur ambition. Mais sa chute a été plus brutale que celle de ses parents. Jasper avait non seulement mis fin aux fiançailles publiquement, mais refusait de répondre à tout autre appel. Sa mère, Sylvia Langston, a publié un communiqué de presse rapide et cinglant, précisant que la famille Langston n'avait aucune affiliation en cours ou future avec les Whitmore. La société de joaillerie qui sponsorisait la dernière campagne de Delaney l'a lâché du jour au lendemain. Les agences de mannequins l'ont ignoré. Son agent a refusé de répondre à ses appels. Elle avait toujours son appartement, toujours sa garde-robe, toujours ses talons hauts. Jusqu'à ce qu'elle vérifie son compte d'épargne privée. Celui qu'elle avait créé avec Cole. Celui qui était censé contenir assez pour recommencer au cas où les choses avec Jasper tourneraient mal. Le solde était de 0. Elle cligna des yeux, incrédule, et tenta de se reconnecter. Toujours 0. Quand elle a appelé le numéro de Cole, il est allé directement à la messagerie vocale. Le dernier message qu'elle avait reçu de lui, quelques semaines plus tôt seulement, disait « Détends-toi, ma belle. Après le mariage, on sera bien. » Maintenant, ses réseaux sociaux avaient disparu, son appartement était vide. Aucun ami commun n'avait eu de ses nouvelles. Dans un moment stérile et silencieux à l'intérieur de son appartement vide, elle s'assit par terre, chaussures toujours aux pieds, et fixa le téléphone dans sa main. Son mascara avait depuis longtemps coulé, son souffle était court, ses pensées dérivant vers quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle s'était fait avoir. Elle avait joué avec tout le monde, son fiancé, sa famille, même Iris. Mais à la fin, la seule personne qu'elle pensait pouvoir contrôler s'était avérée la manipuler depuis le début. Elle n'a pas pleuré, pas au début. Mais au fil des heures, alors que ses messages à Cole restaient non lus, le choc se tordit en quelque chose de plus sombre. Son empire, bâti sur la manipulation et la beauté, s'était effondré en un seul week-end. Et il ne restait personne pour l'aider à ramasser les morceaux. À Boston, Evelyn se tenait à la fenêtre de sa cuisine, remuant une tasse de thé qu'elle ne boirait pas.
Son reflet dans la vitre paraissait plus vieux, plus petit, en quelque sorte. Elle avait autrefois régné sur les ventes aux enchères caritatives et l'été, mais maintenant, le silence dans la pièce était plus lourd que n'importe quelle défaite sociale. Elle n'avait aucun vernissage à assister, aucun déjeuner de presse à organiser, aucune fille dont se vanter. Tout ce qu'elle avait, c'était une histoire qui se rejouait encore et encore dans l'esprit de chaque personne qui l'avait autrefois admirée. Une histoire qu'elle ne pouvait pas réécrire, et une vérité qu'elle ne pouvait pas faire taire. Le nom Whitmore n'était pas seulement tombé. Il avait implosé. Iris n'a pas détruit un mariage. Elle a révélé une vérité. Une vérité qui avait été cachée derrière des robes de créateurs, des photos de famille et des discours creux pendant des décennies. Ce que vous venez de voir n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Et pas seulement la sienne. Parce que peut-être que quelqu'un qui regarde ça a mangé le même pain sec. Peut-être avez-vous été mis de côté, on vous a dit de sourire et de vous taire. Peut-être vous êtes-vous demandé si prendre la parole en valait même la peine. Ça l'est. Le silence qui a suivi sa vidéo n'était pas seulement du choc. C'était le son de la vérité résonnant dans une pièce qui ne s'y attendait pas. Et c'est pourquoi cette histoire est importante. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je veux vous demander, qu'auriez-vous fait à la place d'Iris? Seriez-vous parti tranquillement, ou vous seriez-vous levé pour allumer l'écran? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci devraient continuer à être racontées réelles, brutes, sans filtre, cliquez sur le bouton s'abonner. Parce que la semaine prochaine, nous plongerons dans une autre famille, un autre secret et une autre femme qui a refusé de se taire. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une réhabilitation. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. La pluie tombait à verse cet après-midi-là, lavant les rues de Brooklyn d'un rythme froid et régulier. À l'intérieur du studio, Iris se tenait à l'évier, rinçant des bagues de développement tandis qu'un doux jazz jouait à la radio. Le studio sentait les produits chimiques, le café et le calme. C'était un rythme qu'elle avait appris à apprécier. Des jours qui s'écoulaient sans drame, sans que personne n'exige plus que ce qu'elle était prête à donner. Elle venait de rentrer après avoir accroché 3 tirages encadrés à la vitrine de la galerie quand on frappa. Un léger coup, puis un autre, puis une pause, comme si la personne de l'autre côté reconsidérait. Iris s'essuya les mains et se dirigea vers la porte, ne sachant pas si c'était un coursier ou peut-être un étudiant du cours communautaire qu'elle avait commencé à donner le samedi. Mais quand elle l'ouvrit, l'air changea. Delaney se tenait là, trempé. Ses cheveux collaient à son visage et le manteau de créateur qu'elle portait semblait imbibé d'eau, tombant de ses épaules comme un poids qu'elle ne pouvait plus porter. Elle ne parla pas au début. Elle se tenait juste là, les mains le long du corps, des gouttes de pluie coulant sur ses joues, certaines indiscernables des larmes. Iris ne bougea pas. Elle tenait la porte mais ne l'ouvrit pas davantage. « Je suis venu, dit Delaney, la voix rauque, soit à cause des pleurs, soit à cause du froid. Je ne savais pas où d'autre aller. » Le trafic de Brooklyn passait derrière elle, indifférent. À l'intérieur, la chaleur du studio attendait, mais Iris ne fit aucun geste. « Pourquoi maintenant ?» demanda Iris, sa voix stable. La lèvre de Delaney trembla. Elle baissa les yeux vers le trottoir mouillé, comme si elle cherchait des mots dans les fissures du béton. Puis elle croisa le regard d'Iris. « Parce qu'il ne me reste plus rien pour lequel mentir. » La phrase flotta dans l'air, fragile et finale. Iris étudia le visage de sa sœur. Le maquillage était minimal, maculé. Les yeux ne suppliaient pas comme ils le faisaient quand elle voulait quelque chose. Ils étaient fatigués, dépouillés. « Je ne demande rien, » ajouta rapidement Delaney. « C'est juste que, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de quelque chose de réel. Je peux nettoyer. Je peux faire des courses. Tu n'as même pas besoin de me regarder. » Iris recula de la porte, juste assez pour laisser la possibilité d'entrer. « Tu nettoies. Tu ne parles pas. Tu repars de zéro. » Delaney hocha la tête, comme si elle avait répété ce moment 1000 fois. « Je comprends. » Iris se retourna et rentra, laissant la porte entr'ouverte. Delaney suivit, enlevant son manteau près de la porte, ses chaussures laissant des taches d'eau sur le sol. Elle regarda autour du studio, ses yeux passant sur les tirages, les lumières, l'ordre qu'Iris avait créé. Elle ne toucha à rien. Iris lui tendit une serpillière. « Commence par là. »
Delaney la prit sans discuter et commença dans le coin le plus éloigné. Elle ne demanda pas de salaire. Elle ne demanda pas de serviette. Elle se déplaçait silencieusement, la tête baissée, l'eau s'accumulant près de ses pieds pendant qu'elle travaillait. Iris retourna à son bureau, prit sa tablette de retouche et reprit l'examen des images. Dehors, la pluie s'était adoucie en une bruine, mais l'air dans le studio restait immobile et épais de quelque chose de non dit. Le pardon n'était pas arrivé. Pas encore. Peut-être jamais. Mais les conséquences, si. Et avec elles, la première faible ombre du changement. La galerie bourdonnait de conversations douces, du tintement des verres de champagne et des palans des mécènes se déplaçant d'une photographie à l'autre. Portrait de vérité avait attiré une foule plus nombreuse que prévu. Des critiques d'art se mêlaient aux collectionneurs, des curieux locaux aux conservateurs chevronnés. Iris se tenait près du mur du fond, juste en dehors des projecteurs, observant plutôt que se prélassant. Chaque pièce avait été soigneusement choisie, des visages marqués par le temps, des mains jointes dans le deuil, des sourires fissurés en pleine guérison. Pas de fausse lumière, pas d'angle parfait. Juste des gens tels qu'ils étaient. Sa pièce préférée, accrochée près de la sortie, s'intitulait Lumière non invitée, un portrait d'un homme âgé assis seul près d'une fenêtre. Elle portait déjà l'étiquette « Vendue ». Sylvia Rainer s'approcha d'elle avec un léger signe de tête. « Tu as commencé quelque chose, Iris. Quelque chose d'honnête, de brut, de nécessaire. » Iris hocha la tête, non par fierté, mais par reconnaissance. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à essayer d'être vue. Maintenant, les gens ne la voyaient pas seulement, ils voyaient à travers son objectif. Près du centre de la galerie, une voix familière interrompit ses pensées. Iris. Elle se retourna. Jasper Langston se tenait à quelques mètres de là, tenant un verre de vin qu'il n'avait pas touché. Son costume était plus simple que celui qu'il portait le jour de ce qui aurait dû être son mariage, mais sa posture restait droite, gracieuse. « Je ne m'attendais pas à vous voir, dit-elle. »« Je sais », offrit-il un petit sourire. « Mais j'avais besoin de dire quelque chose. Vous m'avez sauvé sans le savoir. » Elle ne répondit pas, mais le regard dans ses yeux s'adoucit. « Je ne pense pas avoir jamais vraiment aimé Delaney, continua-t-il. Je pense que j'ai aimé l'idée d'elle. De celui que j'étais censé être avec elle. » Il fit une pause. Voir votre vidéo, voir la vérité, c'était comme être tiré d'un rêve. Et je me suis réveillé en homme plus libre. Elle fit un léger signe de tête. Il n'y avait pas besoin de plus. Il ne s'attarda pas, votre travail est puissant, Iris. J'espère que vous n'arrêterez jamais. Et sur ce, il s'éloigna, disparaissant dans la foule. Plus tard, alors que la soirée tirait à sa fin et que les derniers invités s'en allaient, Iris s'approcha de l'entrée vitrée pour respirer. La ville brillait au-delà. Les rues mouillées reflétaient les lumières de la galerie, les taxis passaient, des rires étouffés provenaient du bar de l'autre côté de l'avenue. C'est alors qu'elle la vit. Evelyne se tenait sous l'auvent de l'autre côté de la rue. Pas de parapluie, pas d'entourage. Sa posture était toujours fière, le menton légèrement relevé, mais son expression était indéchiffrable. Elle ne fit pas signe, ne s'approcha pas. Elle observait, simplement. Elles restèrent ainsi pendant une longue minute, deux femmes liées par le sang, divisées par tout le reste. La mère qui n'avait jamais fait de compliments et la fille qui n'attendait plus. Iris n'appela pas. Elle plongea simplement la main dans la poche de son manteau, sortit l'appareil photo qu'elle portait toujours avec elle. D'un geste expert, elle ajusta la mise au point, capturant l'image d'Evelyne de l'autre côté de la vitre et de la pluie, encadrée par le silence et la distance qu'elles avaient toutes deux choisis. Plus tard, en téléchargeant l'image, elle ne lui donna d'abord aucun titre, juste une date et une heure. Mais avant de l'imprimer, elle ajouta une petite légende dans le coin inférieur, parfois, le silence en dit assez. Et ainsi, la fille qui s'asseyait autrefois seule au dîner de famille, à qui on avait tendu un morceau de pain sec au mariage de sa sœur, n'a pas seulement survécu à la honte. Elle l'a transformée en art, en vérité, en libération. Iris n'a pas eu besoin de crier, de se battre ou de mendier de l'amour. Elle a simplement montré au monde ce qui était réel. C'était suffisant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, alors peut-être que, comme Iris, vous croyez que le silence peut être puissant, que la vérité n'a pas besoin de permission, et que parfois, les trahisons les plus profondes peuvent devenir les miroirs les plus clairs. Maintenant, je veux vous entendre.
Avez-vous déjà été le mouton noir de votre propre famille? Avez-vous déjà ravalé votre douleur juste pour maintenir la paix? Dites-le nous ci-dessous. Partagez votre vérité. Votre commentaire pourrait être celui qui aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Si des histoires comme celle-ci parlent à quelque chose en vous, si elles vous donnent une sorte de force tranquille, alors n'oubliez pas de vous abonner. Nous ne faisons que commencer. Il y a d'autres voix à entendre, d'autres silences à briser, et d'autres vérités à encadrer. Parce que la vengeance ne vient pas toujours par le feu. Parfois, elle vient avec un appareil photo.